Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une initiative que notre partenaire, le Clémy, a lancée et que nous souhaitions vous partager. Ça s'appelle la famille tout écran et ça a pour objectif de donner des éclairages utiles et pratiques à tous les parents quant à l'utilisation du numérique au sein de la famille. On regarde un épisode ensemble juste après ça. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. On va parler d'architecture, oui, mais à l'âge de l'impression 3D. Absolument. Les progrès en la matière, ils sont phénoménaux. On arrive littéralement à construire des maisons en 3D, en impression 3D. C'est dingue et on en parle tout à l'heure. Exactement. Et puis les temps changent, l'éducation aussi et ses priorités. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette transition vers un enseignement qui valorise ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills en anglais, allant au-delà des savoirs académiques traditionnels. Ces aptitudes sociales, émotionnelles et comportementales deviennent essentielles pour préparer nos jeunes à un monde en perpétuelle mutation. On va découvrir ensemble justement comment cette transformation influence nos méthodes d'apprentissage pour les enfants et d'enseignement. Des acteurs prennent le sujet à bras-le-corps et on en a une ici en plateau. Elle s'appelle Solène Boquillon-Le Goisiou, fondatrice de Soft Kids. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'être avec nous. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Ça s'appelle La famille tout écran et c'est une série à la fois ludique et importante. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, le Clémy nous propose cette série qui invite à un usage maîtrisé du numérique. On regarde ensemble un épisode. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Oh, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins, quoi. Tape photo papa salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer, là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. Ce mot surgit dès lors qu'on parle des compétences dont les jeunes ont besoin pour le monde de demain. Ça s'appelle les soft skills et vous en avez forcément entendu parler. L'idée que celles-ci sont indispensables pour faire face aux enjeux à venir semble faire consensus auprès de tout le monde. On en voudra d'ailleurs pour preuve que les responsables de PISA, vous savez, c'est le programme international qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, en sciences et en mathématiques, ont annoncé justement leur volonté d'intégrer l'évaluation des soft skills dans leur célèbre classement. On va en parler justement dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Solène Boquillon-Le Goisiou, fondatrice de Soft Kids. Bienvenue encore. Vous avez créé cette application que vous présentez comme étant la première application mobile à traiter justement de ces compétences socio-comportementales pour les enfants du primaire et du collège. D'où vient cette idée? Pourquoi c'est si important aujourd'hui en France, notamment les soft skills? Alors moi, l'idée, elle m'est venue parce que j'ai grandi dans une entreprise anglo-néerlandaise dans laquelle je suis restée pendant 14 ans et dans laquelle, dès 2005, j'ai été uniquement recrutée sur mes compétences socio-comportementales et pas sur les diplômes. Et toute ma carrière a été faite et s'est développée au travers de ces compétences qui étaient, par exemple, ma capacité à persévérer, à aller au bout des choses, ma volonté d'aboutir, de collaborer avec des personnes différentes de moi et ma capacité d'analyse. Et l'entreprise partait du principe que quand on avait les bons soft skills, on pouvait faire tous les métiers.
Et l'idée m'est venue en 2017 quand j'ai commencé à travailler sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment sur le type de profil de métier et de compétences dont on aurait besoin à 2025-2030. Et on est en plein dedans avec notamment ChatGPT, l'IA, etc. J'ai appris que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore et que toutes les ONG, OCDE, World Economic Forum recommandent de développer les compétences socio-comportementales des enfants dès le plus jeune âge parce que c'est les seules compétences qui ne seront pas obsolètes. Quand on avait un diplôme dans les années 80, les compétences acquises avaient une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 2 ans, nous dit le World Economic Forum. De quoi on parle exactement quand on parle de soft skills, justement ? Alors nous, on suit les recommandations de l'OMS, qui sont les recommandations que suivent Santé publique France en France et l'Éducation nationale. Et donc, il y a un triptyque avec les compétences cognitives dans lesquelles, par exemple, nous, chez Soft Kids, on va développer l'esprit critique, la confiance en soi, l'état d'esprit de développement. Ensuite, la deuxième composante, c'est les compétences émotionnelles, donc la résilience, la gestion du stress. Et ensuite, les troisièmes compétences, c'est les compétences relationnelles, savoir collaborer, mais aussi, par exemple, je pense, un sujet d'actualité, savoir résoudre les conflits avec les autres. Exactement. Et on va parler dans un instant. Vous avez donc créé cette application, Soft Kids. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement et à quel âge s'adresse-t-elle ? Alors nous, on a 2 produits, un produit pour la famille, un produit pour les écoles, donc Soft Kids for Family. On va développer les soft skills avec ses parents. La moitié des programmes, les enfants, ils ont des pop-up où on leur dit « fais ça avec papa et maman ». Et là, c'est des mini-jeux où les enfants vont prendre conscience de leurs propres compétences, mais aussi apprendre comment les développer et avoir des mises en situation qui peuvent être dans l'application, mais en dehors de l'application. Et pour les écoles, en fait, on a des séances pédagogiques de 45 minutes dans lesquelles il va y avoir d'abord de l'auto-évaluation de l'enfant sur le soft skill avec la tablette, parce qu'en fait, le niveau de soft skill est inhérent à chaque personne et on ne peut pas avoir le même niveau de soft skill d'une personne à une autre. Et ensuite, une activité en classe qui va être faite avec l'enseignant pour développer la confiance en soi, l'esprit critique, l'accueil des émotions. Et on essaye au maximum de l'intégrer dans les programmes scolaires. Donc, par exemple, les profs d'histoire sont très intéressés par notre programme Accueil des émotions quand ils vont gérer la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Et c'est quelque chose qui est très nouveau, effectivement, dans l'éducation en France, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est conceptualisé et utilisé depuis des années. Déjà, vous en avez parlé. Alors, pour autant, les soft skills deviennent de plus en plus un critère déterminant aussi pour les recruteurs en France. Pourquoi ? C'est parce que l'idée de la performance et de la réussite, quelque part, elle n'est pas forcément effectivement dans les diplômes ou dans les compétences acquises à l'école ? Parce que c'est pas suffisant d'avoir juste le diplôme et dans un monde qui bouge très très vite, on ne peut pas être que sur une individualité et une personne qui va avoir une compétence. Il faut trouver des solutions à plusieurs, résoudre des problèmes à plusieurs, savoir collaborer. Et c'est vrai qu'il y a un énorme gap entre quand on est à l'école et où on nous demande de trouver tout seul une solution devant notre feuille et quand on arrive en entreprise où on nous demande à tous de faire des réunions, de faire des brainstorming, etc. Et là, il faut absolument arriver à rejoindre les deux et c'est pour ça que dans un premier temps, on a vu beaucoup d'écoles de commerce qui ont commencé à intégrer les soft skills dans leur programme. Là maintenant, ça arrive un petit peu au niveau lycée avec par exemple le grand oral, savoir parler et donner des idées en public, c'est important. Et là, ça arrive donc du coup au collège et à l'école primaire. Il y a 2 grosses nouveautés à la rentrée. Un, c'est que les compétences, donc à l'éducation nationale, on parle de compétences psychosociales et pas de soft skills, sont maintenant dans la formation initiale des enseignants depuis septembre, puisqu'il y a un arrêté interministériel qui a été publié par le gouvernement qui veut en fait former 5,5 millions de jeunes aux compétences psychosociales d'ici 2037. Donc il y a une volonté politique de développer ces compétences-là. Nous, en fait, on est lauréat de l'appel à manifestation réforme de la forme scolaire avec le consortium Bien à l'école, opéré par la Banque des Territoires dans le cadre de France 2030. Et donc, on va accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans 8 académies sur 5 ans parce qu'il y a un vrai bénéfice qui a été vraiment prouvé par la recherche scientifique que
que ça réduit le décrochage scolaire, mais ça augmente aussi la réussite et le bien-être des élèves. On parle de 1 à 5 mois d'école gagnés selon les milieux scolaires pour les études qui ont été faites au Canada et aux États-Unis. Et c'est effectivement énorme. Bon, on le voit, il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent dans le secteur de l'éducation, auprès des entreprises aussi. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la révolution, elle est en marche ? Alors, il y a une velléité de changement. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire puisque le temps des EdTech et de la start-up et de l'innovation, on fait vraiment moi, j'estime qu'on fait de l'innovation sociétale. On est jeune entreprise innovante, on fait de la recherche, on est adossé au CNRS. Et donc, il faut que l'état d'esprit des gens change sur ces sujets-là. Et donc, c'est un temps long, mais les financements sont sur le temps court. Donc c'est très difficile quand on essaye d'avoir des appels à projets, quand on essaye d'aller démarcher les collectivités, etc. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même temporalité. Les collectivités ont du temps. Nous n'en avons pas. C'est le sujet aussi quand on lève des fonds aussi, j'imagine. Oui. Ouais. C'est compliqué dans le secteur en ce moment. Alors, c'est compliqué d'une manière générale. Dans les EdTech, ça a toujours été compliqué. Dans le EdTech scolaire, ce qu'on appelle K12, c'est pratiquement mission impossible. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans moins de 10 startups qui arrivent à lever des fonds. Et j'aime rappeler ce chiffre. L'année dernière, il n'y a que 0,11% des levées de fonds françaises qui ont été dans l'EdTech scolaire. Donc moi, je dis, on est le parent pauvre de la tech, alors même que l'éducation devrait être au cœur des préoccupations et des sujets des investisseurs de notre pays, parce que c'est le futur. Si on n'a pas des enfants aujourd'hui qui sont formés et qui sont compétitifs sur un marché qui est de plus en plus mondial, c'est la compétitivité et la productivité de notre pays qui va en pâtir. Parce que ce sujet, c'est aussi effectivement la formation, vous le dites très bien, à la fois dans le recrutement et puis à l'école, sur l'ensemble de toutes ces compétences qu'on ne pourra jamais déléguer à l'intelligence artificielle ou à des robots. Ça relève de l'humain, en fait. Oui, exactement. Comment on fait pour développer ces soft skills à la maison pour les téléspectateurs qui nous regardent? Quels conseils vous pourriez donner aux parents, à ces jeunes qui nous écoutent et qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Alors, il y a plein de choses. Ce qui est génial avec les soft skills, c'est qu'on peut les développer au quotidien et tout au long de sa vie. Donc, par exemple, sur la confiance en soi, j'en discutais encore ce matin avec un papa. La confiance en soi, c'est absolument détecter ce que vos enfants, ils aiment faire et être. Enfin, vraiment, je pense que la première compétence d'un parent, c'est d'observer. On observe son enfant, on voit ce qu'il aime pas. Et quand il aime un truc, on fonce dedans. Moi, j'ai un de mes fils, ça fait 6 mois, qui fait des coloriages tous les jours. Et il a l'impression d'être le master du coloriage. Voilà. Mais voilà, ça lui donne une grande confiance en lui. Et après, en fait, il faut être dans la technique des petits pas. Nous, par exemple, sur le programme Persévérance, on va leur dire, voilà, tu vas commencer par faire un puzzle de 100 pièces et puis après tu feras un puzzle de 250 pièces et puis quand tu vas faire ton puzzle de 500 ou 1000 pièces, tu te dis pas c'est trop dur, je vais mettre un mois. Tu commences par te dire je vais faire d'abord le tour et puis je vais faire que cette partie-là. Enfin voilà. Et donc ce qu'on essaye de faire nous, c'est vraiment d'identifier le niveau de compétence d'un enfant. Par exemple, sur le programme Accueil des émotions, entre un enfant qui nous dit qu'il connaît que 3 émotions, la joie, la colère, la tristesse, et celui qui nous dit qu'il en connaît 15, et voilà, on voit qu'il y a une marge de progression. Et là, on va leur apprendre les émotions, comment les dire. Et pareil sur, par exemple, l'esprit critique, où quand on est à l'école, on a tendance à penser la même chose que ses copains et ses copines. Et nous, en fait, on leur explique qu'il faut penser par soi-même. Il faut savoir ce qu'on pense, savoir dire ce qu'on pense, savoir bien dire ce qu'on pense de manière bienveillante. Et dernière chose, c'est d'accord de ne pas être d'accord. Comment on fait justement pour mesurer ces compétences psychosociales? Comment on fait en sorte qu'elles soient acquises? Comment on les évalue, ces soft skills chez les enfants? Moi, j'aime pas parler d'évaluation. Je préfère parler d'identification et de connaissance de soi parce que pour nous, l'idée, c'est pas que tous les enfants soient la meilleure confiance en eux, le meilleur esprit critique, etc. C'est qu'ils arrivent à identifier quelles sont leurs forces, qu'ils arrivent à se connaître et que s'ils ont des velléités de s'améliorer, qu'ils aient les bons outils pour le faire.
Et en plus, comme je le disais, ça évolue tout au long de la vie. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un certain nombre de recherches scientifiques. Par exemple, là, on est en protocole de recherche avec le CNRS et Nathan. On démarre un nouveau protocole. On a fait un pré-protocole avant les vacances scolaires. On démarre un nouveau protocole au mois d'octobre. Et donc, on a des grilles d'évaluation qui ont été faites pour, par exemple, la confiance en soi, pour l'esprit critique, par des chercheurs, et qui vont déjà nous donner un niveau de départ. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toutes les évaluations annuelles scolaires, et on va regarder 1 an ou 2 ans après si les enfants qui ont joué à Soft Kids ont des meilleurs résultats en classe, s'il y a un meilleur climat en classe. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mesurer l'impact de notre solution. Et c'est passionnant. On va continuer à plonger justement ensemble dans le monde du recrutement, des soft skills aussi, et puis des changements qu'elles impliquent dans le monde de l'éducation. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil du grand, de l'unique, du merveilleux Édouard Degnaud. Start scanning. Scan complete. Oil level low. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Solène Boquillon, le Go As You, fondatrice de Soft Kids. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'architecture à l'ère des progrès de l'impression 3D avec vous. C'est une véritable révolution qui s'opère en ce moment dans le domaine, qui n'est pas sans offrir des possibilités inédites aussi en termes d'esthétique, d'économie et d'écologie. Absolument. Il y a 10 ans, le formidable magazine Design annonçait des bâtiments imprimés en 3D deviendront réalité dans un avenir pas si lointain, et force est de constater, eh bien, ça y est, on y est. Votre maison peut sortir toute chaude de l'imprimante. Et ces 2 dernières années, en fait, eh bien, l'impression 3D a permis la construction de plusieurs bâtiments, un pont, par exemple, aux Pays-Bas, un hôtel au Texas, une école à Madagascar, et au moment où je vous parle, pléthore de nouveaux projets, une mosquée imprimée en 3D aux Émirats Arabes Unis, un quartier de 100 maisons à Georgetown, au Texas, une maison de plusieurs étages à Houston, aux États-Unis. On
compare cette révolution à celle de l'apparition de l'acier et du verre dans l'architecture au XIXe siècle, sans laquelle nous n'aurions évidemment pas nos forêts de gratte-ciel et sans laquelle nous vivrions dans des villes aux allures bien différentes. Quelles sont les promesses de ces évolutions, justement? Alors, c'est toute l'économie de l'architecture qui pourrait bien se voir révolutionnée. Économie, rappelons-le, qui est en perpétuel essor. Selon une étude publiée au Grand View Research, une croissance estimée à 101% devrait animer le secteur de la construction immobilière de 2023 à 2030, notamment grâce à l'impression 3D dans l'architecture, le tout pouvant remédier à une crise de la main-d'œuvre endémique. 2 millions de travailleurs ont quitté le bâtiment depuis la crise du logement de 2008 et aussi une pénurie de matériaux. Alors, quel est-il ce procédé? C'est celui de la fabrication dite additive. On est plus proche du monde des insectes, des essaims d'abeilles ou des nids d'hirondelles que des pyramides ou du Louvre. On peut dans certains cas imprimer à raison de 2 mètres carrés par heure et économiser jusqu'à 60% de matériaux. Déjà dans certains pays, notamment aux Émirats arabes unis, on prévoit d'avoir recours à l'impression 3D dans plus de 25% des constructions d'ici à 2030. C'est une révolution avant tout économique ou plutôt écologique? Alors, la vraie révolution justement du 3D print, c'est qu'on peut construire avec une gamme de matériaux absolument jamais vue. Il y a tout un courant de l'impression 3D qui est dite expérimentale et qui est lié à la recherche en matériaux bio-inspirés notamment, qui incite les artistes à utiliser des matériaux toujours plus intelligents. Parmi eux, Laura Gonzalez, elle travaille au sein du MIT Lab à des biociments. En fait, elle assemble du sable et des bactéries qui, tant qu'elles sont alimentées, ces bactéries continuent à durcir, peuvent même guérir les fractures qui peuvent exister dans le bâtiment. Et on l'a vu, elle continue, on l'a vu aussi dans le cas du lac du Yellowstone, elle s'inspire vraiment du monde naturel, notamment en travaillant avec des bactéries spéciales qui communiquent par la couleur à l'environnement et aux facteurs environnementaux qui entourent les bâtiments et qui vont faire donc changer un bâtiment de couleur selon la quantité de CO2 ou d'autres phénomènes environnementaux. Et ça participe en fait à redéfinir l'architecture et à faire en fait non plus des entités comme ça étrangères qu'on poserait au sein d'un environnement, mais plutôt à créer des systèmes vivants de nos maisons qui seraient vraiment intégrés dans leur écosystème. Il y a donc un vrai changement de paradigme entre une architecture moins séparée de son environnement et puis le reste. Oui, absolument. Si on mêle d'autant plus les technologies différentes, on arrive à des choses absolument incroyables. C'est ce à quoi travaillent les artistes Gareth et Paul Sutherland-Santo. Eux, ils développent, grâce aux technologies additives, un éventail de matériaux du plus souple au plus rigide, dont les formes ont pour qualité de capturer le CO2. Pour ça, ils s'appuient sur l'IA pour créer un objet à la fois qui étudie les différents points de contact pour que l'objet soit adapté à sa fonctionnalité et à la fois cherche à avoir une empreinte carbone, sinon négative, en tout cas neutre. Là, on voit un tabouret, c'est pas de l'architecture, mais ça peut totalement s'appliquer au domaine de l'architecture. Et ce qui est absolument génial, c'est que en fait, plus les bâtiments sont technologiquement construits, plus l'apparence est proche du monde naturel, jusqu'à créer une véritable esthétique qui donne la part belle à l'unité du bâtiment, à des éléments qui sont continus, connectés, à une infinité de formes fractales, qui s'inspirent de ce qui dans la nature fait croissance, pousse et repousse jusqu'aux limites des charges et des portées, qui préfèrent le sentiment du biomorphique à la raison des angles droits. Bref, cette révolution technique, esthétique, écologique, elle ne va pas évidemment s'arrêter là. Certains scientifiques, encore au MIT Lab, travaillent déjà au coup d'après et développent ce qui s'appelle la 4D. La 4D, ce sont des formes et des matériaux qui se fabriquent eux-mêmes. Bienvenue dans le Turfu. On en parlera lors d'une prochaine chronique. On a hâte. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne. Et puis nous, on va continuer à parler des soft skills qui prennent de plus en plus de place à l'école, mais aussi dans la formation supérieure et dans le recrutement aussi des jeunes. On continue d'en parler avec Solène Boquillon-Le Goaziou, fondatrice de Soft Kids, juste après ça.
Solène, vous avez rédigé début septembre une tribune dans le magazine Forbes dans laquelle vous affirmez que l'introduction des soft skills dans l'éducation peut contribuer à lutter d'une certaine manière contre le harcèlement scolaire. On le sait, c'est sujet malheureusement à chaque rentrée, mais encore plus cette année. Vous estimez aussi que les soft skills permettent de lutter contre la désinformation et l'échec scolaire. Comment concrètement ? Juste par rapport au fait que si on développe la confiance en soi des enfants, alors je vais donner un chiffre que je donne très souvent, on est classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en France et 62e sur 65 sur le niveau d'anxiété des élèves. Et moi, je me dis, à chaque fois que les enquêtes PISA sortent, on est en mode « Ah, le niveau de maths baisse, le niveau de lecture baisse, mais pourquoi est-ce qu'il baisse ? Comment voulez-vous que les enfants réussissent s'ils sont anxieux et qui n'ont pas confiance en eux ?» Alors, sur ces sujets, par exemple, d'harcèlement scolaire, un enfant qui va avoir confiance en lui, un enfant qui va avoir un bon esprit critique, qui va être capable de se dire « Tiens, ce qu'on m'a dit, non, en fait, ça ne m'atteint pas » ou non, c'est pas quelque chose qui est normal, ou qui va comprendre que la personne en face de lui, elle a des biais inconscients. Par exemple, on explique aux enfants dès la primaire ce que c'est un biais inconscient et pourquoi est-ce qu'il va penser quelque chose parce qu'il ne voit que ça et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent penser autre chose que lui. Et bien en fait, ça va aider à réduire ce climat scolaire où en fait le gros problème aujourd'hui sur le harcèlement scolaire, c'est le groupe. C'est parce qu'ils sont dans des âges où ils ont besoin d'avoir le groupe qui les accepte. Et j'avais fait un post sur LinkedIn où j'avais dit, moi j'ai autant peur que mes enfants soient harcelés qu'ils ne deviennent harceleurs. Parce qu'on sait qu'il y a en moyenne 9 enfants sur 10 aujourd'hui qui sont témoins d'un acte d'harcèlement. Et donc s'ils sont témoins et qu'ils n'interviennent pas, ils peuvent très vite devenir harceleurs. Et si si on les forme sur la confiance en soi, l'empathie, l'esprit critique, nous on a aussi un programme sur le vivre ensemble, on désamorce tout ça et on leur explique comment mieux vivre ensemble et ça aide. Et sur les fake news et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand on a des jeunes filles sur Instagram qui sont à se dévaloriser, si on leur explique déjà que c'est l'algorithme qui va leur proposer toujours la même chose et qu'elles aient un esprit critique par rapport à ça, moi j'interviens souvent chez Winning Girls, qui est une prépa du leadership pour les filles, et je leur disais, faites un exercice très très simple, à chaque fois que vous êtes devant vos fils TikTok ou Instagram, quand vous voyez quelque chose, posez-vous au moins une fois la question dans la journée, est-ce que ce que je viens de voir, c'est vrai ? Et aller chercher l'information pour vérifier. Parce que déjà, ça vous donnera un esprit critique que vous allez développer et vous serez moins sujet à vous dire « Oh là là, mais je suis tellement nulle par rapport à cette personne. » Enfin voilà, donc c'est vraiment en développant ces compétences-là, moi je pense qu'on peut lutter contre le harcèlement scolaire, les fake news et tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de désinformation. Les soft skills pour les enfants et puis aussi pour les plus grands. Parce qu'à la rentrée 2022, la Grande École du Numérique a initié une approche très originale d'orientation, partir des soft skills des candidats pour les aider à leur trouver une profession. Donc c'est un peu une manière détournée de les aider et au contraire, l'idée sous-jacente, vous l'avez relevé, c'est tout simplement du bon sens. En fait, c'est si les compétences techniques doivent être acquises au cours de la formation, en revanche, le socle de compétences comportementales est nécessaire pour les étudiants pour avancer efficacement dans leur cursus. Il est là aussi le futur de l'éducation, de la formation, du recrutement. Moi, la compétence numéro 1 pour moi, il y en a 2, c'est apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre. C'est la compétence d'aujourd'hui. Et j'ai souvent cette discussion, moi, avec d'autres mamans. Je pense que, par exemple, moi j'ai 3 garçons. Si mes 3 garçons ne font pas des grandes écoles, je pense que ce ne sera pas un souci. Moi, je veux juste qu'ils apprennent à apprendre. Parce que, pareil, vous l'avez compris, je m'appuie sur beaucoup d'études. Le World Economic Forum dit que la génération actuelle, elle va avoir entre 7 et 10 métiers dans une vie.
Donc il faut qu'on sorte du prisme de toute cette génération qui a fait la même carrière avec le même job dans la même entreprise. Aujourd'hui, on va avoir du travail hybride, on va en avoir qui vont faire, je sais pas, un 50% dans une boîte en CDI, l'autre 50% en tant qu'auto-entrepreneur. Ils vont trouver des petits boulots, même ils vont décider de s'arrêter pendant 1 an parce qu'ils vont avoir envie de faire le tour du monde en train. Et voilà. Et donc le travail change et donc la manière dont on apprend doit changer et les compétences qui sont nécessaires doivent aussi évoluer. C'est aussi, des compétences dont parle Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Il écrit dans son dernier livre paru en 2017 « Chez Microsoft, nous pensons qu'investir dans les développements des compétences professionnelles de nos employés est la clé pour fournir des produits et des services exceptionnels à nos clients. » Il parle ici de compétences professionnelles et se refuse à parler de soft skills. Visiblement, il y a un débat sur ce terme chez les grands dirigeants. Est-ce que ça ne reflète pas assez l'importance et le rôle réel de ces aptitudes dans l'entreprise ? Il est où le débat ? Le débat, c'est... par exemple, le fondateur d'Alibaba, lui, il dit qu'il parle des soft skills. Oui, il parle des soft skills et il est au World Economic Forum de 2018. Il disait qu'il faut absolument qu'à l'école, on apprenne les soft skills. Voilà, alors, Alibaba, Microsoft, il y a aussi, je pense, de la part, et c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais de la part de tous ces grands dirigeants qui ont fait des grandes écoles, leur dire qu'on peut réussir sa vie sans avoir fait Stanford, sans avoir fait la grande école, ça pose aussi question, parce que voilà, ils ont travaillé, ils ont fait ces grandes écoles, ça a été difficile pour eux, et dire qu'on peut réussir une carrière et faire plein de choses juste avec des compétences socio-comportementales, ça, entre guillemets, dévalorise certains grands diplômes de grandes écoles. Et c'est important, effectivement, à souligner, vous l'aurez constaté tout au long de l'émission, les temps changent aussi et les priorités de l'éducation et des recruteurs aussi. C'est un sujet que prennent à bras-le-corps certains acteurs qui façonnent la société de demain et c'est ce que vous faites. Solène Boquillon, le Go As You, merci encore d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à vous, Jeanne Dreyfus, de nous avoir accompagnés aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve très vite dans l'école du futur.